Alors que le tumulte des combats ayant lieu à quelques kilomètres de là se sont fait entendre toute la nuit, plusieurs unités françaises ont profité de l'obscurité afin de traverser le canal de la Sambre à l'Oise, dans l'objectif de renforcer les positions françaises plus à l'est, menacées par deux puissantes divisions blindées allemandes. C'est à cette heure, alors que le soleil commence à peine à se lever, que ces hommes en déplacement tombent à la sortie de la ville sur une colonne de chars qu'ils distinguent mal et ne reconnaissent pas. Confus, l'un d'entre eux s'approche de la colonne et demande à l'un des officiers de char sortant la tête de son véhicule, anglais, et pour toute réponse, le français reçoit un ordre de reddition ferme en un français approximatif, teinté d'un lourd accent allemand. Il est 6 h du matin, en ce 17 mai 1940, Landrecies est prise par surprise par la 7e division blindée allemande du général Rommel et est occupée par l'ennemi. Mais est-ce qu'à ce moment de l'histoire, dont on connaît l'issue, la percée allemande pouvait être arrêtée? C'est ce que nous allons voir juste après un passage sur mer du côté des navires de guerre de l'excellent jeu World of Warships. C'est un jeu en ligne gratuit de tactique et combat naval qui est parfaitement adapté aux amoureux d'histoire que nous sommes, et ce que vous n'ayez qu'une dizaine de minutes par jour pour jouer ou des soirées entières. J'ai eu l'occasion d'abondamment tester le jeu et vous allez vite comprendre pourquoi il me plaît. Dans World of Warships, vous contrôlez un navire selon l'un des 5 modèles disponibles, proposant chacun une façon différente de jouer, que ce soit un destroyer, un croiseur, un cuirassé, un sous-marin ou bien même un porte-avions, avec pour objectif de défaire votre adversaire avec votre équipe. En ce moment sont également disponibles des mises en situation spéciales inspirées du débarquement en Normandie à l'occasion des 80 ans de cet événement décisif. Les missions sont bien sympas et apportent du neuf au sein d'un jeu qui est déjà particulièrement dynamique. De façon générale, le jeu propose les modèles de plus de 13 pays différents, et forcément ceux qui m'ont le plus intéressé étaient les modèles français et néerlandais, mais vous pouvez également par exemple jouer avec les superbes et puissants navires américains ou japonais. De nombreux facteurs entrent en jeu lors des combats, que ce soit les armes à disposition de chaque modèle, ou bien encore la météo. Bref, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir, il n'y a plus qu'à aller tester le jeu en profitant du généreux Starter Pack d'une valeur de 25 € dont vous allez bénéficier en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Afin de comprendre comment on en est arrivé à cette situation compromise, il est nécessaire d'aborder le contexte politique précédant l'attaque allemande lancée le 10 mai 1940, et vous allez vite comprendre pourquoi cette information est cruciale pour la suite. Au moment du déclenchement de l'attaque, et ce depuis le 22 mars 1940, le gouvernement français est dirigé par Paul Reynaud, qui est un politique français de centre droit, qui succède à Édouard Daladier, qui est quant à lui issu du Parti radical socialiste, qui est un parti de gauche et centre-gauche, ayant participé au fameux Front populaire de 1936. Reynaud se pose en rassembleur et tente de former un gouvernement d'union nationale, ayant été porté au pouvoir par une coalition hétéroclite, en obtenant par une voix seulement la majorité. Il se retrouve ainsi à la tête d'un gouvernement au soutien politique fragile, et au sein duquel il doit composer avec des tendances différentes. Mais quel impact cette division et instabilité politique a-t-elle sur la conduite de la guerre, qui est déclarée de fait depuis septembre 1939 ? Eh bien pour le coup il est direct, puisque la nomination de la personne en charge du commandement des armées françaises est entre les mains du gouvernement, en faisant depuis plusieurs années un choix éminemment politique. Ainsi, quelques années plus tôt, lorsqu'en janvier 1935 le général Maxime Weygand atteint l'âge limite de 68 ans, il doit laisser sa place à la tête des armées françaises. Celui-ci suggère alors fortement que ce soit le général Alphonse Georges qui prenne sa suite. Mais la décision se prend dans un contexte politique tendu et marqué par les suspicions entre les différents acteurs de l'échiquier politique de l'époque. Et c'est ainsi qu'un candidat plus consensuel, bénéficiant de soutien politique au sein du Parti radical socialiste, ainsi que d'une bonne réputation, reçoit le poste. Il s'agit bien sûr du fameux général Maurice Gamelin. C'est un général réputé pour son intelligence et ses solides compétences de théoricien, tout en présentant également un caractère qui convient tout à fait au climat politique français du moment. C'est un commandant intellectuel à la personnalité plutôt effacée. Il prend ainsi peu de place et s'impose rarement dans les discussions. Au contraire, il s'efface volontiers face à la volonté politique qui, de son côté, le laisse appliquer à sa sauce ses instructions. Cependant, cette personnalité bien adaptée au contexte politique tendu des années 30 cadre mal en 1940 avec un Paul Reynaud plus énergique et tranchant, se trouvant à la tête d'un pays en guerre.
Rapidement, les deux hommes ne peuvent plus se sentir et Reynaud se met en tête de remplacer un Gamelin qu'il juge donc trop passif et attentiste, dont il estime la personnalité de fait mal adaptée au rôle qui lui est confié. Il lui préférerait d'autres généraux tels que l'expérimenté Alphonse Georges, qui avait d'ailleurs déjà été évoqué en 1935 et qui reste jusqu'à la fin de la bataille en charge du front nord-est, où il démontre à la fois ses capacités de commandement autant que quelques faiblesses, ou bien encore l'énergique Maxime Weygand que l'on a sorti de sa retraite en août 1939 alors que la guerre devenait évidente et que l'on a posté au Moyen-Orient. Mais ce changement ne peut se faire qu'avec le soutien politique de Daladier et de son parti. Celui-ci s'obstine cependant à soutenir l'homme qu'il a placé à la tête des armées. De ce fait, c'est le 9 mai 1940, veille de l'attaque allemande, qu'un Paul Reynaud à bout avance ses arguments dans le sens du remplacement de Gamelin au Conseil des ministres. Il termine son réquisitoire contre Gamelin ainsi. « Je ne peux laisser peser sur le général Gamelin des responsabilités qui ne correspondent ni à ses moyens, ni à son tempérament. » D'après l'historien Max Chiavon, il semble que de nombreux ministres aient été convaincus, à l'exception du ministre de la Défense qui n'est autre que Édouard Daladier. Celui-ci indique qu'il considère, je cite, que le général Gamelin a toutes les qualités d'un grand chef, il jouit d'un prestige indiscutable et il a un très beau passé militaire. Sa vive intelligence est reconnue par tous et il est beaucoup plus actif qu'un grand nombre d'hommes de son âge. Il s'oppose donc fermement à Reynaud et estime que sa perception de Gamelin est injuste. Cela pousse Paul Reynaud, qui ne peut se passer du soutien politique du parti de Daladier, à présenter la démission de son gouvernement au président de la République, qui l'accepte. Cette décision est cependant tenue secrète par Reynaud qui, avec l'accord du président, estime qu'il est plus sage alors que le pays est en guerre de l'annoncer lorsqu'un nouveau gouvernement est constitué. Gardez donc bien en tête que c'est dans un contexte politique profondément divisé, peu propice aux décisions difficiles et rapides, qu'un Gamelin n'ayant plus la confiance d'une bonne part d'un gouvernement démissionnaire est maintenu en place, alors même que l'armée allemande se masse aux frontières belges et luxembourgeoises. Le 10 mai au matin, les Allemands lancent leur offensive en attaquant 3 pays neutres, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le généralissime Gamelin jubile alors qu'il apprend que les Allemands sont entrés en force en Belgique, certains qu'ils opèrent selon le plan qu'il a imaginé. De fait, il est essentiel de comprendre en quoi consiste précisément ce plan afin d'identifier les forces disponibles au moment de la percée allemande des 13 et 14 mai 1940. Le cœur du plan que l'on appelle le plan d'Ill consiste pour les troupes françaises et britanniques à venir se porter sur la rivière d'Ill en Belgique afin de porter le combat en dehors des frontières de la France tout en soutenant l'armée belge. À ce plan s'est progressivement greffée une variante poussant à étendre le front jusqu'à Breda, qui se trouve aux Pays-Bas, dès lors qu'une attaque surprise des Pays-Bas devient probable. L'objectif étant de présenter un front continu et étendu aux Allemands, tout en soutenant au mieux chacun des alliés impliqués. Cette variante est essentielle pour bien comprendre ce qu'il se passe ensuite. Dans le plan de base, le front, si on le prend du nord au sud, est occupé par l'armée belge, ensuite la force expéditionnaire britannique, suivie par la puissante première armée française du général Biot, concentrant des soldats d'expérience et du matériel moderne d'excellente qualité, soutenu à sa droite par la 9e armée du général Corap, faisant la charnière entre la première armée et la 2e armée du général Hintziger. Cette dernière est en charge de la défense du secteur des Ardennes et fait le lien avec la 3e armée qui est elle placée sur la ligne Maginot. Dans cette configuration initiale, la réserve stratégique est incarnée par la 7e armée du général Giraud, qui était une armée mobile et bien équipée, dont le rôle consistait à venir boucher les trous qui apparaîtraient dans le front. Mais ce plan, plutôt bien équilibré tout en étant prudent et attentiste, est très sérieusement fragilisé par sa variante d'Ill-Breda, ayant pour conséquence l'envoi de cette 7e armée, servant de réserve mobile, vers les Pays-Bas afin de faire le lien avec l'armée néerlandaise, dont on pense qu'elle va parvenir à retenir les Allemands en se repliant derrière son dispositif défensif, dont le cœur est le Vesting Holland. Dispositif consistant en gros en casemates et fortifications placées derrière des terres préalablement inondées. Et c'est donc cette manœuvre qui est déclenchée le 10 mai au matin sous le commandement direct du général Georges, à qui Gamelin délègue complètement les opérations en Belgique. Cette posture très détachée du combat, qui peut paraître curieuse, n'est pas non plus absurde tant que les rôles et responsabilités sont clairement définis. Comme nous avons pu le voir dans de précédents documentaires, les Allemands commencent par pousser fort en Belgique, où les troupes françaises jouent d'ailleurs parfaitement et efficacement leur rôle, même s'ils sont surpris par la vitesse de la progression allemande, comme on peut le noter dans les échanges entre officiers.
Cependant, les 13 et 14 mai, les Allemands surprennent les Alliés lorsqu'ils parviennent à massivement traverser la Meuse, portant rien de moins que 4 de leurs puissantes divisions blindées, les Panzerdivisions, de l'autre côté de la rivière, bousculant très sérieusement une 9e armée qui n'était pas encore tout à fait en place, tout en écrasant toute une partie de la 2e armée française pour laquelle les pertes sont lourdes. En plusieurs points, les Allemands sont désormais passés derrière le dispositif français. Mais alors que la 7e armée est aux Pays-Bas, est-ce que cela signifie que les Français ne disposent plus d'aucune réserve? Eh bien non, pour le coup, l'absence de réserve stratégique ne signifie pas que les Français ne disposent d'aucune réserve. Au contraire, chacune des armées dispose de leurs propres réserves, habituellement des unités mobiles, telles que des divisions cuirassées ou motorisées, justement dans l'objectif de boucher, entre guillemets, les trous qui apparaîtraient dans le front, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'elles vont chercher à faire en ce mois de mai 1940. Et c'est donc en cet instant décisif, alors que le destin de la France et des Alliés se joue dans les campagnes champenoises et picardes, que l'on peut logiquement se demander si oui ou non les Français pouvaient arrêter la percée allemande. La première contre-attaque sérieuse est ainsi menée à partir du 15 mai dans le secteur de Stonne par la 3e division cuirassée, qui était justement placée en réserve et avait, au vu des événements, pour objectif de renvoyer les Allemands de l'autre côté de la Meuse. Cet objectif n'est pas atteint, mais les combats sont particulièrement violents. Ils durent ainsi jusqu'au 25 mai et permettent d'empêcher l'enveloppement de la ligne Maginot, autant que de contenir l'avancée allemande dont le gros de la poussée s'exerce vers le nord. Mais pourquoi cette contre-attaque, pourtant menée par une force capable, échoue-t-elle? Eh bien, dans ce cas précis, cela se joue sur deux plans. L'opération devait avoir lieu dès le 14 mai et aurait pu, ce jour-là, d'après l'historien allemand Karl-Heinz Frieser, purement et simplement imposer un coup d'arrêt à l'avancée allemande, ce qui aurait permis à l'armée française de se repositionner et de faire face à la percée. Cependant, les Français prennent un précieux jour de retard du fait de difficultés logistiques, notamment liées à la lourde consommation d'essence des chars B1 français. Quelques errements tactiques français autant qu'une excellente exploitation de ceux-ci par les Allemands dans les jours qui suivent achèvent d'annihiler les quelques opportunités que parviennent pourtant à se créer les tankistes français par leur bonne capacité au combat et leur engagement total, qui est assez logiquement et malheureusement coûteux en vie et en matériel. En parallèle, plus à l'ouest, une mission de retardement est lancée le 17 mai sur Montcornet par la 4e division cuirassée, qui a pour la précision été bricolée à la hâte et confiée au colonel de Gaulle 7 jours au préalable seulement, c'est-à-dire le 10 mai. Sa mission consiste à permettre à la 6e armée française, qui est également montée à la hâte en réaction à la percée, de se positionner afin qu'elle empêche elle aussi tout débordement vers le sud et vers Paris, alors que les Allemands progressent. La mission confiée au colonel de Gaulle est certes accomplie par la division, mais tout en se créant l'opportunité de sérieusement menacer les arrières de l'avancée allemande, la division ne peut pas être soutenue et l'opportunité ne peut donc pas être exploitée. Cependant, il faut bien noter que ces efforts interdisent malgré tout un enveloppement opportuniste de la ligne Maginot et une poussée soudaine vers Paris, tant que la poussée allemande s'oriente vers le nord. En résumé, l'armée française, malgré une débrouillardise certaine, n'avait pas de force en nombre suffisant, mobilisable sur un temps aussi court, dans le secteur. De fait, d'un point de vue stratégique, une fois que la contre-offensive de Stonne a échoué, il était peu probable que la solution vienne du sud de la percée. Cependant, au nord, la situation est totalement différente puisque davantage de troupes y sont massées, réparties au sein de la 9e armée du général Corap et de la puissante 1re armée du général Billotte. C'est ce dernier qui va parvenir à organiser la résistance française sur le terrain, en opposant ses hommes à la fulgurante progression allemande. Dans ce secteur, il y eut un sérieux décalage entre les mouvements imaginés par le commandement en réaction à la percée et la réalité du terrain. Ainsi, il était prévu que l'aile droite de la 9e armée opère un mouvement de recul en venant se placer sur le canal des Ardennes. Ce mouvement devait être combiné à une contre-attaque rapide des divisions mobiles placées en réserve de la 2e armée afin de donner le temps à la 6e armée, hâtivement montée et remontant du sud, de venir s'intercaler entre les deux armées et contenir la poussée allemande. En pratique cependant, la situation vire très rapidement au chaos. Les contre-attaques de la 2e armée du général Heinz-Siget échouent, comme nous l'évoquions à l'instant, tandis que de son côté, la 9e armée du général Corap tente de se porter sur le canal des Ardennes dans la hâte et le désordre, faisant que les hommes n'ont en réalité tout simplement pas le temps ni d'achever, ni de pleinement occuper les positions qui leur ont été attribuées. Ce désordre émane de tous les niveaux et de la confusion qu'imposent les rapides et audacieux mouvements allemands.
Pour vous en donner un exemple concret, dans la nuit du 13 au 14 mai, la 53e division d'infanterie reçoit pas moins de 4 instructions contradictoires, envoyant un coup au nord, un coup au sud, ayant pour conséquence que les différents éléments la composant finissent par se perdre dans l'obscurité et sont tout simplement introuvables au petit matin. Lorsque les 1e et 2e Panzerdivisions allemandes déboulent sur le canal des Ardennes aux premières lueurs du jour, elles n'ont qu'à broyer les quelques malheureux qui sont parvenus à se positionner sur les ponts conformément aux dernières instructions qui ont été reçues. En conséquence, le 14 mai au soir, l'aile droite de la 9e armée est enfoncée en plusieurs points, générant désordre et panique lorsque les différentes unités réalisent que de puissantes unités allemandes se trouvent désormais sur leurs arrières. Pour ne rien arranger, la 6e armée qui devait soutenir cette aile n'existe alors en réalité que sur le papier et est loin d'avoir eu le temps d'assembler les différents éléments la composant. Il est ainsi illusoire de la voir se positionner entre les 9e et 2e armées. De fait, le commandement qui est confronté à cette réalité renonce à cette idée et doit finalement s'appuyer plusieurs jours plus tard et dans l'urgence sur la 4e division cuirassée du colonel de Gaulle afin de permettre à cette armée fantôme de prendre corps puis de se positionner bien plus au sud sur l'Aisne. La 9e armée, dont l'aile droite est enfoncée, est quoi qu'il en soit de façon générale durement bousculée, notamment par les 5e et 7e Panzerdivisions qui poussent quant à elles sur son aile gauche. Mais elle y fait étonnamment bien meilleure figure. Les 2e et 11e corps d'armée français qui la composent mobilisent leur artillerie et lancent leur infanterie contre les chars allemands traversant la Meuse dans le secteur de Dinant. Mais malgré une résistance pour le coup efficace, c'est avec un peu de réussite que plusieurs unités allemandes parviennent à s'infiltrer derrière les lignes françaises, dont la défense tenace, malgré la situation, menace de les repousser. Ces efforts vont cependant donner lieu à une lutte brutale entre les puissants blindés français de la 1re division cuirassée et les chars du talentueux général allemand Erwin Rommel, dont je dois bien sûr vous parler, afin de bien saisir ce qui va suivre. Lorsque la puissante 1re division cuirassée française du général Bruneau arrive non loin de Dinant le 14 mai au soir, l'attaque ne peut, malgré les ordres, pas être lancée pour une raison qui pèse sur l'intégralité des divisions cuirassées françaises. Ces puissants chars lourds manquent de carburant et doivent attendre d'être ravitaillés. Contrairement aux Allemands, dont le ravitaillement est beaucoup plus souple, l'essence voyageant par exemple dans des jerrycans transportables par différents types de véhicules, les blindés français doivent attendre l'arrivée de lourds camions-citernes, dont une partie seulement sont capables de progresser en dehors des routes. Ils sont par ailleurs facilement reconnaissables depuis les airs en faisant une cible privilégiée pour les bombardiers en piqué allemands, les Stuka. De fait, le 14 mai au soir, les camions-citernes sont à l'arrière de la colonne et vont tenter de la remonter toute la nuit. Cependant, à 9 h du matin, toute une partie des camions ont été détruits par l'aviation allemande malgré l'obscurité, ce qui ralentit considérablement le ravitaillement des chars français. Et c'est exactement au moment où 2 bataillons de chars, l'un de chars lourds et l'autre de chars légers, font chacun à leur tour le plein, que les chars de Rommel leur tombent dessus par surprise et font un carnage, endommageant sévèrement les capacités de combat de ces bataillons. Rommel ne s'y attarde cependant pas, et ne pouvant être poursuivi par des chars attendant de faire le plein, il est ainsi en mesure de tout simplement contourner la division et poursuivre sa route vers l'ouest. Et oui, la contre-attaque française sur Flavion est avant tout arrêtée non par la puissance de feu allemande, mais par sa propre logistique défaillante. Après un accrochage humiliant avec Rommel, ce dernier trace sa route, laissant le soin à plusieurs éléments de la 5e Panzerdivision, efficacement coordonnés par leur communication radio et soutenus par les Stuka, de finir le travail. Mais les combats sont malgré tout beaucoup plus durs et équilibrés au cours de la journée, et ce essentiellement du fait du courage des tankistes français, dont témoignent d'ailleurs les Allemands dans leurs journaux de marche et leurs rapports. Cependant, le courage seul ne peut pas compenser une organisation défaillante. Ainsi, les chars français combattent pour la plupart sans radio, tandis que les quelques chars disposant de radio voient leur matériel tomber en panne. C'est donc à la voix et au drapeau que doivent se coordonner des chars français pris dans un combat violent. Le tout aggravé par de nouvelles pannes d'essence de chars lourds français qui ont pourtant pu faire le plein le matin et qui se trouvent à sec en seconde partie de journée et par conséquent immobilisés au milieu des combats. L'excellente coordination tactique des Allemands, efficacement soutenue par leur aviation, permet à la 5e Panzerdivision de remporter une brillante victoire, et ce malgré une puissance de feu qui était inférieure. Il faut ainsi bien comprendre qu'une fois que les blindés de Rommel poursuivent leur chemin, les Allemands se trouvent localement en position de faiblesse lorsqu'il s'agit de leur puissance de feu.
Cependant, les graves défaillances côté français, en partie compensées par le courage des tankistes, dont par exemple une partie poursuivent les combats dans des chars qui sont immobilisés au milieu du champ de bataille, ne présentent en réalité qu'une menace très limitée et deviennent des cibles faciles pour l'artillerie autant que pour l'aviation allemande. Les pertes sont ainsi particulièrement lourdes côté français, lorsqu'au soir, le général Bruneau donne l'ordre de battre en retraite. Il ne lui reste que 36 chars sur les 170 chars qui ont été engagés le matin, soit près de 80% de chars perdus. Le lendemain, la situation est actée puisqu'il n'en reste plus que 16, faisant que la première division cuirassée a dans les faits cessé d'exister. Cet échec dramatique a par ailleurs permis au général allemand Rommel de percer puis dépasser la ligne de défense que tentait de reconstituer une 9e armée, déséquilibrée par la poussée allemande. Les combats qui s'ensuivent sont extrêmement confus et permettent à la 7e Panzerdivision de pousser jusqu'à Avesnes le 16 mai, puis à occuper de premières positions sur le canal de la Sambre à l'Oise le 17 mai, avant d'être limitée le jour même par la 5e Panzerdivision s'emparant d'autres positions sur le canal plus au nord. Le 17 mai au soir, la 9e armée a perdu toute cohérence tandis que les Allemands tiennent plusieurs ponts sur le canal. Cependant, le lendemain, des éléments épars de l'armée française vont, malgré une situation qui est devenue tout bonnement catastrophique, de nouveau tenter d'inverser la situation. C'est notamment la première division légère mécanique, la première DLM, ayant efficacement combattu au sein de la 7e armée les jours précédents, qui va tenter de s'interposer. Plusieurs éléments la composant arrivent avec difficulté dans le secteur, du fait de l'engorgement des routes sur lesquelles se trouvent autant des civils en exil que des soldats en repli. C'est ainsi que, par exemple, le 18 mai, les Somua S-35 de la première DLM sont tout simplement jetés en travers de la route des chars allemands du général Rommel. C'est dans le secteur de Jolimès qu'a lieu un affrontement particulièrement violent où 10 chars Somua parviennent à éliminer une vingtaine de blindés allemands. Le prix n'en est pas moins terrible pour les Français puisqu'à l'issue de ces combats, un seul des 10 chars français engagés dans le secteur est en état de poursuivre les combats. Ailleurs, la situation est moins bonne encore. L'infanterie est étrillée par la puissance de feu allemande tandis que les chars légers français subissent de lourdes pertes face aux canons anti-chars allemands. Les combats se poursuivent le lendemain, permettant aux Allemands de masser davantage de troupes dans le secteur de la forêt de Mormal où se trouvent des éléments des 5e et 7e Panzerdivision, de la 8e division d'infanterie allemande et de la 20e division motorisée. Une contre-attaque est cependant menée le 20 mai par des éléments de la 1re DLM, de la 1re division d'infanterie nord-africaine, ainsi que le 39e bataillon de chars de combat. Les Français font une fois de plus preuve de courage et poursuivent leurs offensives tant qu'ils le peuvent. Le résultat n'en est pas moins désastreux. À la suite de ces affrontements, le 39e bataillon de chars a tout simplement perdu l'intégralité de ses chars, dont la grande majorité ont été détruits au cours des combats, emportant leurs équipages et leurs officiers avec eux, tandis que d'autres se sont eux aussi retrouvés sans essence, isolés au milieu de l'avancée ennemie, contraignant donc les équipages à saboter leurs appareils afin de tenter de regagner leur ligne. Dans la même veine, plusieurs régiments de tirailleurs font preuve d'ardeur au combat, mais au prix de lourdes pertes. Par exemple, 400 tirailleurs tunisiens, nassés par les Allemands, se lancent dans une charge à la baïonnette, mais une centaine seulement parviennent à se sortir de la situation. En ce qui concerne la première DLM, les éléments qu'elle a engagés en sortent tout simplement affaiblis au point de ne plus pouvoir compter que sur une poignée de blindés, annihilant de fait la capacité offensive qu'elle pouvait encore avoir. Une nouvelle fois, les soldats français et leurs camarades de l'Empire colonial ont fait preuve d'un courage remarquable. Mais cela n'enraye ni la débandade qui a lieu au sein d'autres unités, ni les défaillances organisationnelles du côté français, ni d'ailleurs la puissante attaque que mène Erwin Rommel. Ces tentatives de mettre un terme à la percée sont les dernières et n'impactent pas la poussée des chars de Guderian qui a lieu plus au sud. De fait, au 20 mai 1940, à 2 h du matin, les premiers éléments allemands sont arrivés sur les côtes de la Manche. La percée allemande est achevée et la réduction des troupes alliées prises au piège au nord débute alors. Mais alors, au vu de tout ce que l'on a vu jusqu'ici, les forces alliées pouvaient-elles mettre un terme à cette percée avant qu'elle n'atteigne la côte et parviennent à les nasser? Eh bien nous avons là une réponse pour le coup tout à fait claire. Non, le cœur du dispositif allié était la puissante armée française, et c'est bien elle qui aurait pu proposer une solution, soutenue bien évidemment par les Britanniques et les Belges. Cependant, il faut voir les choses en face, l'armée française telle qu'elle était structurée et organisée en mai 1940 était à partir du 14 mai tout simplement incapable d'arrêter la percée allemande. Le courage et le sacrifice de nombreuses unités et même de divisions entières qui ont été jetées en travers de la progression allemande n'ont fait qu'illustrer la capacité des hommes sur le terrain, autant que les graves défaillances du système organisationnel mis en place en amont de la bataille.
De fait, on observe de nombreuses occasions manquées qui sont coûteuses en vie autant qu'en matériel, tout issu d'une part d'opportunités créées par les bonnes capacités et le courage des hommes sur le terrain, mais ensuite annihilées par une structure rigide et lente, incapable d'opposer la réactivité nécessaire à l'exploitation des dites opportunités, autant que d'une réaction appropriée à l'imprévu. Et donc à qui la faute? Eh bien là aussi, se contenter de pointer du doigt l'un ou l'autre des protagonistes serait franchement absurde, tant les facteurs ont été nombreux, même si on sent bien à la lecture des événements que certaines actions ou attitudes ont contribué au succès allemand, sans pouvoir pour autant en elles-mêmes pleinement l'expliquer. En réalité, le succès de la percée allemande est autant le fait d'une excellente performance allemande que d'errements stratégiques et organisationnels du côté français. Prenons cependant un peu de recul sur ce que nous avons vu jusqu'ici, afin de comprendre en quoi cette analyse est pertinente. Une lecture attentive du déroulé des combats illustre l'excellente préparation des Allemands en amont de l'attaque, une organisation qui a été bien pensée et une coordination interarmes tout bonnement excellente. Malgré quelques couacs et imprévus qui sont pour le coup inévitables en temps de guerre, la flexibilité de la doctrine allemande leur permet de réagir vite et bien lorsqu'un problème surgit. L'autre point essentiel, que souligne notamment l'historien allemand Frieser, est lié à l'incroyable vitesse à laquelle progressent les Allemands. Peu d'armées à l'époque, et en réalité même de nos jours, auraient été capables de relever ce défi-là. La progression allemande est d'autant plus rapide que les différents généraux de Panzerdivision n'hésitent pas à avancer au plus vite, malgré des ordres contraires de leur hiérarchie. Du côté français, une progression allemande un peu plus lente aurait tout simplement pu changer le cours de l'histoire. Les quelques heures que perdent les Français à droite et à gauche s'accumulent rapidement et sur tous les secteurs, engendrant un retard qui devient tout simplement impossible à rattraper pour une armée qui est taillée pour une guerre de position modernisée et non pour une guerre de mouvement. Les généraux français sont par ailleurs souvent accusés, avec un peu de facilité, d'avoir été des incompétents et les premiers responsables du désastre. Cette accusation ne paraît cependant pas tout à fait justifiée. Alors qu'il est clair qu'un certain abattement règne les 14 et 15 mai du côté du commandement français, abattement qui est forcément entretenu par une fatigue intense, en particulier du côté des généraux menant les opérations sur le terrain, la plupart se ressaisissent cependant rapidement. Malgré tout, il est effectivement à noter qu'il semble y avoir eu une défaillance morale grave et définitive du côté du généralissime Gamelin, qui exprime clairement être vaincu, et ce très tôt, dès le 15 mai, avant de se réfugier dans une posture passive, au moment même où les Alliés ont besoin d'un capitaine tenant fermement la barre d'un navire qui se trouve en pleine tempête. Cette situation d'inertie au sein de la plus haute sphère de commandement est certes compensée par un général Georges qui, malgré quelques loupés et un épuisement observé par différents témoins, n'en reste pas moins admirable par son engagement et sa volonté de répondre aux défis imposés par la percée allemande. La situation est ensuite aggravée lorsque le gouvernement français remplace en pleine bataille le cérébral Maurice Gamelin, qui semble tout simplement avoir lâché l'affaire d'après différents témoignages de l'époque, par l'énergique Maxime Weygand, qui prend ses fonctions le 19 mai, mais qui arrive logiquement bien trop tard pour pouvoir espérer stopper une percée qui s'approche alors déjà de la côte. Cette transition, au pire moment, coûte ainsi en elle-même 3 jours de plus à l'armée française, mais va cependant lui donner un nouveau souffle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque ces événements seront le sujet du prochain mini-documentaire. L'instruction est claire, si le sujet vous intéresse, il n'y a pas une minute à perdre, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin d'être averti lorsque la suite arrive. Le sujet d'aujourd'hui était une fois de plus extrêmement riche et donc forcément touffu. Cette question complexe mais passionnante m'a donc demandé un très gros travail, que ce soit de recherche, d'écriture, d'enregistrement ou bien encore de montage, et j'espère sincèrement avoir mérité un pouce bleu de votre part. Sachez d'ailleurs que je vous lis toutes et tous avec beaucoup d'intérêt dans la section commentaires, donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Sur ce, je vous invite à découvrir l'histoire méconnue des héros de la bataille de Lille de mai 1940, vous voyez d'ailleurs l'un des ouvrages à son sujet ici, qui se sont donc battus jusqu'à leur dernière cartouche pour la France.